qu'il y a un autre pays dont les ingrédients sont exactement les mêmes, que l'Égypte est exactement dans la même situation, pauvreté, endettement et marginalisation, en plus d'une dictature, où vous avez un fils, Gamal Moubarak, qui est en train de tenir 60% des grandes entreprises et du marché économique. Et il est en train de se diriger vers la Chine. Et que de ce point de vue-là, non seulement l'Égypte est géostratégiquement capitale, pour la question israélo-palestinienne, pour la question américaine, pour la question de toute la région, mais en plus de ceci, par la nouvelle intervention de nouveaux acteurs et opérateurs économiques, dont au premier rang desquels, et j'y reviendrai, la Chine. La Chine, en l'espace de 10 ans, a multiplié par 7 ou 8 ses transactions économiques et commerciales avec la région. Ça devient un acteur déterminant. Il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est qu'on nous annonce pour 2020 que le budget militaire de la Chine va dépasser pour la première fois le budget militaire américain. On n'est plus en train de parler d'anciens paramètres. Le déplacement est très très important. Et qu'à partir d'un certain moment, vous avez des données qui sont des données concrètes de la nécessité de changement de politique. À côté de ceci, on en vient au fait. Et on en vient au fait et on voit. Et comprenez bien, parce que je suis très précis sur les choses que j'essaye de dire ici, et pas du tout dans les motifs, parce que ceux qui sont partis dans le fait de dire je viens de faire une émission à Dubaï, et ils m'ont présenté comme conspiration est son mot préféré. Je dis, mais parce qu'ils ont entendu la moitié d'une conférence au Canada, ils n'ont même pas lu le livre, parce que si vous lisez le livre, vous voyez que c'est beaucoup plus rigoureux que ça. Il faut savoir ce qui est dans l'ordre du contrôle, et il faut savoir ce qui ne peut pas être contrôlé. Il y a dans les mouvements populaires en Tunisie, en Syrie aujourd'hui ou en Égypte, des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses qu'on a préparées. Préparer ne veut pas dire tout contrôler, mais savoir que ça a été préparé, savoir qu'on le savait. Et les faits sont extrêmement troublants. Troublants et même très dérangeants. Ça veut dire qu'en fait, ça nous empêche de penser en rond dans nos optimismes. Il faut prendre du recul, essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'à partir de 2003, des agences américaines, le Freedom House, le International Republican Institute, c'est-à-dire un institut républicain, qui sont tous attachés ou financés par le département américain ou par des grandes entreprises. C'est-à-dire ça peut être Google, ça peut être Yahoo, ils sont des grandes entreprises américaines. Et que vous avez également le Albert Einstein Institution. Vous avez des institutions qui font quoi depuis 2003? Qui préparent des cyberdissidents et des blogueurs à la gestion des services, des réseaux sociaux. C'est Twitter, c'est Facebook. Comment mobiliser? Et vous avez un cas que nous, on n'a pas étudié. C'est comme si on prend les mêmes noms, mais on n'étudie pas les histoires. Si on avait un tout petit peu étudié ce qui s'est passé en 98, en 2000, en Europe de l'Est, et en particulier avec Milosevic, et la façon dont les choses ont été organisées à partir de la maîtrise d'Internet. Et bien on s'aperçoit qu'il y a un mouvement qui s'est mis sur place, qui a mobilisé les services Internet, qui a entraîné des gens, et entraîné des gens à faire quoi? À pouvoir développer une philosophie de la mobilisation non violente. Alors il y a une chose qui est claire, on avait un débat avant-hier avec Popovic. Serja Popovic est le fondateur de Otpor. Otpor, c'est Résistance en Serbie. Et qui va ensuite développer en 2004 une association qui s'appelle Canvas. Canvas va former des cyberdissidents de plus de 36 pays, dont 13 du Moyen-Orient. Et il est assis à côté de vous, il dit « Moi, j'ai aucune idéologie, j'ai formé à la non-violence. » Et quand on lui dit « D'où vous vient l'argent ?» il dit « Que par des institutions privées. » Il dit « D'accord, moi, j'ai aucun doute sur la sincérité de l'homme. » Enfin, si, je ne peux pas dire j'ai aucun doute. Je ne remets pas en cause la sincérité de l'homme. Disons les choses comme ça. Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de l'homme. Notez que quelqu'un qui me dit « Je ne suis que pour la non-violence démocratique » et qui me dit « J'ai aucune idéologie », c'est vrai que j'ai déjà un doute. Mais enfin bref. À partir de là, il est en lien et on regarde ce qui se passe et on voit qu'il y a des formations qui sont données. Alors moi, je mets tous les noms et toutes les dates. Et quand je l'ai vu, je lui dis, mais en 2000, en 1998 puis en 2000, vous êtes en contact et quelqu'un va vous former qui s'appelle Robert Helwig.
vrai ou c'est faux? Il me dit c'est vrai. Cet homme-là, c'est un ancien officier de l'armée américaine. Il me dit oui, mais il est retiré, il est retraité. Et alors? Parce qu'il est retraité, il vient de nulle part. Et qu'à partir d'un certain moment, il a formé. Et il a formé à la maîtrise des instruments. Cyberdissident.org, que vous avez sur forme des dissidents. Et donc moi, ce que je dis simplement, c'est que par rapport au printemps arabe, pourquoi je ne parle pas de printemps arabe et pourquoi je refuse le terme de révolution? Parce que je veux qu'on aille beaucoup plus loin que simplement cette vision-là. Et qu'on regarde les faits. Que des jeunes vont être formés à la maîtrise des réseaux sociaux, à la maîtrise d'Internet, pour lancer une philosophie de la maîtrise non violente qui s'appuie sur unité, planification et discipline non violente. Tout ça est référencé. Des livres sont écrits et des formations sont données. Serja Popovic, qui est celui qui est le philosophe, qui va se transformer en devenir le philosophe de tout ceci, il dit mais oui, j'ai formé, et j'ai formé ces gens-là. Et puis ensuite, pour regarder les faits. Septembre 2008, l'ambassadrice américaine, on dit ambassadeur, qui est une femme américaine, envoie une note et qui est révélée par la suite par Wikileaks. Elle envoie une note, elle annonce que des jeunes sont en train de se mobiliser pour faire tomber le gouvernement de Moubarak en septembre 2011. C'est-à-dire 3 ans avant. Et, pardon, de 2008 à 2011, 3 ans avant. Ça va encore. Mon ancien prof de maths est là, je suis sous bonne garde. Et donc, vous avez des données qui font que des gens arrivent en 2010 formés à l'étranger et ils arrivent des États-Unis, sont arrêtés par le gouvernement Moubarak et sont mis en prison. Ils sont arrêtés, on sait d'où ils viennent. Ils viennent pour des formations à cette mobilisation-là. Les jeunes du 6 avril, toute cette mouvance-là, elle va faire une demi-heure d'émission avec El Jazeera où elle va dire exactement comment ça s'est passé. Ils sont partis en Serbie, ils sont partis en Europe de l'Est, ils sont partis en Europe. Ils disent tous les pays à l'exception d'un seul, ils ne disent pas qu'ils sont allés à Washington et qu'ils ont fait une formation. Donc moi, ce que je suis en train de mettre en évidence, c'est que cette idée que les Américains ne savaient rien, il faut oublier. Cette idée que les grandes entreprises comme Google ne savaient rien, il faut oublier. C'est tellement vrai que Google, quand le gouvernement Moubarak coupe tout accès à Internet, eh bien, Google va donner les codes satellitaires. Wael Ronen, qui intervient à la télévision et qui va fondre en larmes un matin, et qui va mobiliser tout le monde, est le directeur régional des relations pour Google. Il travaille chez Google. Il dit, lui, qu'il n'a aucune idéologie. Donc il faut simplement qu'on prenne pour argent comptant que toutes ces personnes clés n'ont pas de politique. Sont simplement sincères pour la liberté. Vous prenez ce que vous voulez, j'ai quelques doutes. Mais je n'ai pas des doutes forcément sur ces personnes, j'ai des doutes sur les personnes qui sont derrière ces personnes. Et c'est ce que j'expliquais à Popovic. Quels étaient les opposants possibles avec lesquels on pouvait travailler s'il fallait faire tomber le dictateur. En d'autres termes, on est dans une situation aujourd'hui où, et même en Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a eu des formations en 2010, septembre 2010, c'est-à-dire juste avant la mobilisation. Google organise avec des administrations des grandes compagnies américaines et européennes, organise le plus grand network du Moyen-Orient. Et ça se passe à Budapest, c'est Google qui finance. Et donc là, tout le monde le sait, c'est même pas un secret. Donc il finance le network, c'est-à-dire le réseau de l'ensemble de ces cyberdissidents. Alors, la question que je pose, elle est celle-ci. Elle est de dire, si vous en venez au fait que vous regardez, il y avait aujourd'hui une nécessité pour les Américains de changer de stratégie dans la région et ils vont pousser des jeunes à se former. Maintenant, le point qui est extrêmement important pour moi et qui est central, c'est qu'il ne pouvait pas y avoir de mobilisation populaire sans l'énergie des peuples, sans le souffle populaire, sans la volonté de changement. Et que ceci, à partir d'un certain moment, vous pouvez pousser à faire tomber, mais vous ne pouvez pas complètement contrôler. Et qu'aujourd'hui, les peuples tunisiens sont en train de nous le montrer, et c'est sans doute le seul peuple qui est en train de pouvoir le montrer maintenant, parce
parce que même en Égypte, la situation est extrêmement complexe, avec le rôle de l'armée, qui n'est absolument pas transparent. On est en train de voir aujourd'hui qu'il y a une volonté de changement au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, et qu'aujourd'hui, toute la question, elle va être la capacité des peuples et de leurs leaders à faire en sorte d'orienter ce mouvement-là vers quelque chose qui est leur choix. Que ça ne se peut pas se contrôler si la volonté populaire va dans ce sens-là. Mais si on reste dans cette espèce de béatitude naïve sur les peuples se soulèvent, vive la démocratie, et qu'on ne se rend pas compte que le pire qui puisse arriver quand on fait tomber une dictature, c'est d'être une démocratie sous contrôle, c'est-à-dire qu'on verrouille l'apport économique et on contrôle le gouvernement par l'économie. Je vous ferai remarquer que le président Barack Obama, quand il salue les deux peuples tunisien et égyptien et qu'il fait sa déclaration depuis Washington, la moitié de son discours est économique. La moitié de son discours est sur la position économique. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et on va injecter 1 milliard en Tunisie et en Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Pour donner la liberté au peuple, parce que pendant 40 ans on a soutenu Barack, tout à coup on pense que, mais vous vous rendez compte, si le peuple égyptien élit effectivement des gens qui peuvent être aujourd'hui des islamistes, les frères musulmans qui viennent au pouvoir, qui pour Israël, les frères musulmans, c'est les mêmes que le Hamas, ils vont regarder, ils vont dire vive la liberté, vive notre naïveté, parce que ça ne peut pas être. À partir d'un certain moment, il appartiendra au peuple de comprendre ceci et à leur leader. Mais à nous, quand on observe, c'est de se dire, ce mouvement populaire, il a une force extraordinaire. Et il faut la saluer, et il faut l'accompagner. Mais la volonté politique de contrôler la formation qui a précédé, la nécessité de changer, et c'est là où j'en viens à un élément important. Pourquoi changer? Pourquoi les Américains sont en même temps des soutiens de Moubarak et poussent des jeunes à se soulever? Pourquoi on soutient Ben Ali et on pousse des jeunes? Parce que la donnée que je voulais mettre en évidence, elle est capitale. C'est ce que je vous disais, géostratégiquement et économiquement, les marchés sont bloqués. Pourquoi? Parce que la corruption qui gangrène, il faut regarder, quand vous allez en Tunisie, puis qu'on vous dit, là, le clan de Ben Ali et de sa femme, là, mais ils avaient mis la main sur tout. Et qu'à partir d'un certain moment, le marché étouffe. Et le marché, c'est la respiration du Nord, le marché du Sud. Il faut qu'on puisse avoir accès au marché. C'est 450 millions de potentiels consommateurs. Donc on ne peut pas les maintenir dans la paupérisation et dans l'explosion potentielle. Pourquoi? Parce que, on ne se donne pas accès à l'économie, et 2, on a en face de nous des facteurs d'instabilité qui ne gênent absolument pas les Chinois. Ah non. Les Chinois, ils ne sont jamais rentrés dans un pays pour demander la nature du gouvernement. La question des droits de l'homme ne les intéresse pas. Ils viennent et c'est de l'efficacité économique. Et ils travaillent avec ceci. C'est ce qui a fait qu'en Afrique, vous allez aujourd'hui en Afrique du Nord, vous allez en Afrique de l'Ouest, ils sont partout avec leur façon de travailler, c'est-à-dire le capitalisme asiatique. On ne fait pas de discours sur l'idéologie, on traduit le pragmatisme économique. Et ça marche. Ça marche tellement qu'ils étaient en train de pénétrer l'économie égyptienne en ne se posant même pas la question de savoir si Gamal Moubarak était légitime ou pas. Tant qu'il a la bourse, on discute avec celui qui a la légitimité de la bourse. Et donc à partir d'un certain moment, on a 2 éléments. La géostratégie, le basculement économique vers l'Est. L'Inde a c'est un enjeu stratégique pour l'Inde pour 2 raisons. D'une part parce que c'est une société émergente elle-même, mais parce que vous avez des millions d'émigrés indiens dans la région qui travaillent dans les pétromonarchies et qui travaillent dans les autres pays aujourd'hui et qui ont une présence. Donc l'Inde, elle a un revenu qui vient de cette région-là, qui vient aussi, qui nécessite ces stabilités-là. Vous voyez aujourd'hui sur la question géostratégique beaucoup plus large, de ce déplacement vers l'Est, la question géostratégique, et puis en même temps que la question géostratégique, la question économique et la question politique. L'autre chose qu'il faut mettre en évidence, c'est que le déplacement vers l'Est de cet équilibre économique et géostratégique est un énorme problème pour les États-Unis, pour l'Europe et pour Israël.
Parce que les Chinois, comme les Indiens, n'ont absolument pas un préjugé favorable par rapport aux Israéliens seulement. Pas du tout. Quand il y a le congrès mondial, quand il y a une conférence mondiale qui est organisée à Pékin, les Chinois invitent l'élu du Hamas. Les États-Unis leur tombent dessus, en leur disant « mais ce sont des terroristes ». Et eux, ils répondent « ce sont des élus ». Et que de ce point de vue-là, il faut entendre une chose, la force du lobby pro-sioniste en Chine, c'est pas ça. Ça n'est pas du tout la des États-Unis. Et que le déplacement des relations du monde arabe avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, la diabolisation de Chavez, qui est un pro-iranien, pro-syrien et pro-palestinien, est un drame. Et donc, s'il réussit à déplacer le centre de gravité, nous sommes dans une toute autre logique régionale. Et donc, à un moment donné, il faut que vous ayez tous ces paramètres-là, pour dire, là, c'est quand même quelque chose qui est un tout petit peu plus sérieux que simplement mouvement populaire de libération nationale, et puis on est tous contents. Je dis ceci pour bien montrer que le printemps arabe, comme on l'appelle, ces mouvements, ces soulèvements populaires, ce réveil-là, eh bien, nous sommes à un moment clé. Soit les peuples et les leaders réussissent à transformer cette dimension-là en un vrai mouvement régional, et non pas simplement en un mouvement nationaliste, soit on va retomber dans cette démocratie sous contrôle, et par la naïveté, et de ne pas comprendre les enjeux. Ayant dit cela maintenant, j'aimerais simplement mettre en évidence les liens qu'on peut établir par rapport à ça, au-delà des faits. Donc vous m'avez bien compris, j'espère que je suis assez clair, le livre l'est d'autant plus, j'essaye de faire en sorte de ne pas tomber dans une espèce de délire conspirationniste, mais simplement une analyse objective de ce qu'on savait et de ce qu'on ne savait pas. À côté de ceci, ce que je mets en évidence, c'est qu'à partir de ce que l'on sait, on peut mesurer les marges de manœuvre populaires. Et qu'on cesse de penser que les grandes puissances ont été surpris. C'est-à-dire, les États-Unis ont vu ce qui se passait en Égypte, ont été surpris. Tout ça ne tient pas à l'analyse des faits. Maintenant, toute la question est de savoir quelle est la marge de manœuvre, de liberté, d'autonomie potentielle des peuples et des politiques par rapport à des volontés de contrôle, géostratégique par des moyens politiques ou par des moyens économiques. C'est-à-dire, n'importe quelle personne qui a étudié les relations de l'Afrique avec l'Europe sait, ou simplement les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce ne sont pas des institutions qui travaillent pour l'autonomisation des peuples. Ce sont des institutions qui travaillent pour le contrôle des peuples. Non pas par le politique, après vous pouvez mettre n'importe quoi, mais et puis à un moment donné aussi le traitement à géométrie variable de ces éléments-là, de ces printemps arabes. Parce que moi ça fait 20 ans que je dis, enfin 20 ans, non c'est pas vrai, depuis que ça a commencé pratiquement en 97, en 97, ce que je dis, attention, moi je ne suis pas complètement rassuré par Al Jazeera. Je ne suis pas. Je ne pense pas que c'est un contre-pouvoir médiatique. Je pense qu'il y a d'autres enjeux. Or, maintenant, les faits sont présents. Alain Grèche avait écrit un très très bel article montrant l'évolution d'Al Jazeera. Mais là, de ce point de vue-là, c'était extrêmement clair qu'il faut poser la question, cette espèce de contre-pouvoir médiatique. Pour moi, c'est très bien qu'il n'y ait pas que CNN. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas que CNN, l'autre est forcément le positif. La façon dont Al Jazeera a soutenu le réveil en Tunisie, il n'y a aucun doute là-dessus. L'Égypte, sans Al Jazeera, c'est même pas sûr qu'on ait réussi ou qu'on aurait réussi une telle mobilisation. C'était phénoménal, tous les jours, et il poussait. Mais qu'est-ce que vous avez entendu sur Al Jazeera du Bahreïn? Qu'est-ce que vous avez entendu du Bahreïn? Et puis du soutien saoudien au Bahreïn et du soutien qatari au Bahreïn. Pourquoi? Parce que ça n'est pas une chaîne qui est complètement libre politiquement. C'est une chaîne de l'autre vision, mais sous contrôle. Et donc, ce contrôle-là, il faut le mesurer. Il faut mesurer pourquoi et de quelle nature sont ces contrôles et pourquoi les choses... Et puis la politique du Qatar comme la politique saoudienne dans toute la région. Je veux dire, RAND, qui est une institution américaine, nous annonce, et je l'ai écrit dans un article sur l'équation Salafi, vous pouvez trouver ça sur le site, elle n'est pas dans le livre, mais elle est sur le site, c'est-à-dire 80 millions de dollars
d'investissement d'organisations salafis, qataries et saoudiennes en Égypte juste avant les élections pour les organisations salafis, qui en 8 mois passent de la démocratie, c'est du kufr, à faire 24% des élections. Kufr, ça veut dire d'infidélité, c'est pas islamique. Et ils rentrent aux élections, ils font 24%, pour finir à 18%. Comment ça se passe? Pourquoi cet investissement? Comment soutenir ceux qui font la révolution et soutenir ceux qui sont les plus littéralistes à l'intérieur du mouvement? Qu'est-ce qu'on essaie de diviser? Essayer de mettre les réformistes islamistes entre les salafis et l'armée, c'est-à-dire jouer à la division interne. Donc à partir d'un certain moment, ce que j'essaie de relever ici, c'est cessons d'être naïfs sans être paranoïaques. Voilà. Ne pas être naïf, ne pas être paranoïaque. Trouver sa voie entre les deux dans l'analyse objective des faits. Et ça m'amène à juste faire les liens avec la question palestinienne de façon plus claire, et je conclus